Voilà, de retour ici à 136 mètres de hauteur. Nous sommes au dernier étage de la Tour Marseillaise. Nous sommes dans la métropole d'Aix-Marseille pour cette étape de zéro carbone ici dans cette grande métropole où depuis ce matin, avec Laurence Bottero, notre rédactrice en chef ici de la Tribune dans la région sud, nous avons pu échanger, partager de nombreux sujets sur l'engagement bien sûr des acteurs économiques, des pouvoirs publics, également d'ONG qui sont mobilisés face à cette urgence climatique avec des solutions. On les a bien entendu partagées tout au long de cette matinée et en ce début d'après-midi avec ces sujets de la logistique et de l'industrie décarbonée. Mais nous avons le plaisir de conclure avec la chance d'avoir Bruno Roche à nos côtés, puisque vous étiez ce matin en visite ici, pas très loin d'ici, pour l'événement Petrochimia. Je rappelle que vous avez été économiste pour le groupe Mars. Aujourd'hui, on va évoquer avec vous peut-être un sujet qui a été presque, j'allais dire, sous-jacent durant toute cette journée. On l'a un peu évoqué avec notre journaliste Juliette Duquesne qui a écrit un livre avec Pierre Rabhi sur ne faut-il pas, peut-on vivre mieux sans croissance? La question que l'on voit, c'est est-ce qu'on est capable, face à cette urgence climatique, d'y arriver sans changer les règles du capitalisme, du modèle tel que nous l'avons hérité maintenant, on va dire, depuis quelques décennies. Est-ce que cette urgence et le modèle du capitalisme sont-ils adaptés pour face à des enjeux qui sont nouveaux et qui sont des enjeux dans lesquels on voit bien on est dans un moment de basculement? Comment peut-on s'adapter à cet environnement? Merci pour cette question. Il faudra un peu plus que 5 minutes pour y répondre, mais je vais simplement poser quelques principes de base. Quand on enseigne l'économie, et ça m'arrive parfois de l'enseigner, je dis simplement l'économie, c'est une science sociale qui est là pour gérer la rareté. Il y a 50 ans, le capital financier était rare et les ressources naturelles étaient surabondantes. Donc finalement, il y a 50 ans, le capitalisme financier avait une certaine forme de légitimité, en tout cas fonctionnelle. Aujourd'hui, les raretés sont complètement inversées. Le capital financier est devenu surabondant, à tel point que pendant des années, on a eu des taux d'intérêt négatifs, mais les ressources naturelles sont devenues rares, et les ressources qu'on appelle de prospérité commune sont devenues rares. Donc, il n'est pas absurde de penser que le modèle économique va s'adapter pour adresser ces nouvelles formes de rareté. Ça, c'est le premier point. Donc, ce n'est pas être idéologue que dire une chose comme ceci, c'est juste être rationnel. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, c'est comment va-t-il s'adapter? Est-ce qu'il va s'adapter au travers de crises climatiques, de crises sociales, de guerre civile, ou est-ce qu'il va s'adapter au travers de l'expérimentation, de la recherche et de d'autres formes de gestion des ressources qui sont devenues rares? Ça, c'est la vraie question qui est aujourd'hui à l'origine de toute cette réflexion sur des nouveaux modèles de croissance. Alors, vous avez justement partagé, on va dire, un concept que vous avez porté vous-même, c'est ce capitalisme de la réciprocité. Est-ce que vous pouvez justement nous détailler ce que vous avez souhaité justement par ce capitalisme de la réciprocité poser comme nouveau point d'équilibre dans cette économie mondiale? Alors, le principe de la réciprocité, c'est un principe de dire que c'est à s'opposer au rapport de force. L'économie aujourd'hui fonctionne sur des rapports de force. C'est pour ça que la taille compte. Plus je suis gros, plus je peux extraire des ressources, du capital financier de mes fournisseurs ou de mes clients. La réciprocité est un principe qui permet de ce qu'on appelle rechercher les rapports gagnant-gagnant. Et ce qu'on démontre au travers de mes recherches depuis une quinzaine d'années, c'est que les rapports de force fonctionnent. Ils créent de la valeur. Comme l'esclavage, en son temps,
à créer la valeur. On peut créer des empires sur ce type de rapport entre les parties prenantes. Mais des rapports de réciprocité créent des modèles d'équilibre supérieurs. Et cette réflexion est née avec une question qui m'a été posée en 2006, donc 2 ans avant la grande crise financière. Et la question qui m'était posée en tant que jeune chief economist du groupe Mars, c'est de dire quel doit être le juste niveau de profit. Et pas du tout dans l'idée est-ce qu'on doit faire plus de profit ou moins de profit? La question était importante mais secondaire. Mais quel est le niveau de profit qu'une entreprise doit cibler pour permettre qu'il y ait un développement harmonieux de sa croissance en rapport avec ses parties prenantes? Et la seule manière d'avoir un développement harmonieux en rapport avec ses parties prenantes, mais aussi les ressources naturelles, dont le climat fait partie, c'est de passer d'une logique de rapport de force, d'une logique d'extraction, à des rapports de réciprocité. Laurence Bottero. On l'a vu tout à l'heure dans la table ronde précédente, on parlait de grands groupes qui se sont transformés et qui ont été poussés par, on le disait, la rue, les gens, leurs consommateurs, leurs salariés. Il y avait aussi un air du temps. Est-ce que ça a été un vrai accélérateur ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire ? Il y a encore beaucoup à faire parce qu'on est dans des logiques quand même encore assez idéologues. L'idée du capitalisme financier est née à la fin des années 60, au début des années 70. Il y a tout un travail de philosophes qui ont expliqué comment ce néolibéralisme finalement s'est imposé comme une loi naturelle alors que c'est une idéologie. Et donc aujourd'hui, quand on doit défaire ou déconstruire des idéologies, ça prend du temps. Et à mes yeux, quand on parle ici de changement systémique, et les 4 piliers d'un changement systémique sont d'abord l'éducation. Aujourd'hui, 1/3 de tous les étudiants dans le monde qui ont un diplôme sont diplômés d'une école de commerce. C'est très troublant. La deuxième catégorie, ce sont les ingénieurs, ils représentent 12%. Donc c'est presque bizarre. On n'a pas besoin d'autant d'hommes d'affaires. On a besoin de plus de chimistes, de médecins, de sociologues, d'informaticiens, d'ingénieurs. On n'a pas besoin d'autant. Donc il y a une fascination dans le monde actuel pour l'enseignement et le commerce. Donc la première chose, c'est changer le curriculum des écoles de commerce. La deuxième chose, c'est effectivement identifier des entreprises avant-gardistes qui comprennent en fait que les modèles de création de valeur sont en train de changer et qu'on est en train de passer d'un modèle d'extraction de valeur pour quelques-uns à un modèle de création de valeur pour plusieurs. Le troisième pilier, ce sont les investisseurs. Et paradoxalement, les investisseurs sont plus en avance que certains hommes d'affaires parce qu'ils se rendent compte effectivement que les rendements sont en train de chuter. Et la quatrième dimension qui, à mes yeux, est primordiale et qui est en train de prendre de l'ampleur, c'est le rôle des gouvernements, le rôle des États, qui ont un rôle très important pour établir la régulation, les règles, et également établir les politiques fiscales. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'en tout cas, l'Union européenne et également la Chine sont très en avance sur ces questions, bien plus en avance à mes yeux que le monde anglo-saxon, et qui commencent à imposer un cadre de reporting, de reporting, oui, je ne sais pas comment on dit ça en français, de reporting qui va imposer un certain nombre de transparences sur l'impact social, environnemental et financier des entreprises, et qui sera la première étape vers une taxation plus ciblée des comportements vertueux par rapport à des comportements qui le sont moins. Alors tout à l'heure aussi, vous avez évoqué les rapports de force et on l'a un petit peu dit, la tech a beaucoup été financée pendant des années, ça a été un peu l'Eldorado, on pensait que tout allait venir de la tech. Aujourd'hui, on revoit un petit peu les choses et on s'intéresse aussi à d'autres sujets. Est-ce que là, pareil, c'est un phénomène normal de stabilisation, peut-être un phénomène même systémique, économique, où on revient à quelque chose de plus stable, ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est un sujet remplace l'autre ? De mon point de vue, et encore, je ne suis pas du tout prescriptif, je pense qu'on est dans la deuxième catégorie. C'est qu'un sujet est en train de remplacer l'autre. Parce que parallèlement à cette évolution du capitalisme ou cette évolution de l'économie de marché, il y a une rupture majeure avec ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. C'est-à-dire que, pour faire simple, il y a eu quatre grandes époques dans la création de valeur. Il y a d'abord eu l'économie agricole, où il fallait avoir une terre pour être riche. Après, il y a eu l'économie industrielle, où il fallait avoir un bien de production pour s'enrichir. Après, il y a eu l'économie de service, où il fallait avoir beaucoup de capital financier, comme les banques, les assurances, pour pouvoir s'enrichir. Et on est en train de passer à un capital plus intangible, qui est le capital intellectuel, le capital financier que produit la tech, ou en tout cas que la tech organise, et qui est le nouveau moteur de la création de valeur. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs,
on est en train de s'éloigner d'une vision purement capitalistique financière, parce que le capital dont on aura besoin dans les prochaines décennies, c'est pas tellement du capital financier, c'est du capital humain, c'est-à-dire la connaissance, et du capital social, qui sont de la confiance. Et ce sont ces deux moteurs qui sont en train également de contribuer à l'évolution du capitalisme financier vers un capitalisme, j'espère, moins incomplet. Bruno Roche, quand on regarde justement les résultats de la COP27, on voit bien, vous qui vous intéressez beaucoup sur ces sujets de réciprocité, qu'on a du mal aujourd'hui à trouver des accords économiques et diplomatiques entre, on va dire, les pays les plus pauvres, qui subissent en tous les cas, on voit bien aujourd'hui les impacts climatiques fortement, et sur une péréquation, une réciprocité qui serait entre pays riches et pays en tous les cas en voie de développement. Est-ce que là, on n'est pas quand même dans une sorte d'impasse? Alors, il y a eu des discussions dans cette COP27 en Égypte, mais on voit bien aujourd'hui la difficulté que cette réciprocité se fasse à l'échelle justement d'une solidarité au niveau de toutes les nations. Oui, il y a un proverbe qui dit que la beauté est dans le chemin, pas nécessairement de la destination. Et le chemin peut être aussi parsemé d'embûches. Je pense que votre question pose une question encore plus profonde à mes yeux, qui est de dire en fait que le néolibéralisme qui est entré dans le modèle économique a eu pour conséquence de détruire le libéralisme dans l'économie en créant une société très inégale et avec d'une empreinte écologique insoutenable. Elle a eu pour conséquence d'affaiblir la démocratie libérale. C'est pour ça qu'il y a une tentation vers des régimes illibéraux pour acter plus rapidement des changements que les démocraties libérales ne peuvent pas implémenter. Et elle a pour conséquence aussi de fragmenter la population en communauté, qui donne lieu à du communautarisme qui prend en otage les droits de l'homme. Et donc dans ce contexte-là, il n'est pas absurde d'imaginer qu'il va y avoir en conséquence une fragmentation de ce qu'on appelle la globalisation. Aujourd'hui, on parle d'une double globalisation, une qui est centrée sur la civilisation occidentale et une autre qui sera centrée sur la civilisation chinoise. C'est peut-être que le début. Et à l'intérieur de tout ça, il y a les pays pauvres qui, de telle sorte, devront presque prendre le choix de savoir vers quel type de modèle économique, social et de droits de l'homme elles devront aller pour gérer leur propre source de rareté. Et la réponse à ça, je ne l'ai pas. C'est une question que je pose à votre question. Bruno Roche, fin du mois, fin du monde, c'est un refrain qu'on a beaucoup entendu au moment du mouvement des Gilets jaunes. On voit bien encore, ici on est dans une très grande métropole, la plus vaste métropole française, ici Aix-Marseille, 2 fois le Grand Paris, qui a aussi bien sûr des rapports avec le périurbain, avec la ruralité. Comment vous voyez-vous comme économiste justement ce rapport entre grande métropole et le reste du pays? Et est-ce qu'on n'aura pas quelques difficultés à venir à justement réconcilier des modes de vie, des enjeux et aussi des modèles économiques à trouver pour satisfaire toutes les populations? Il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est dite par certains théologiens. Il dit que le monde a commencé dans un jardin, il finira dans une ville. Et il a commencé dans le jardin d'Éden et il finira, selon les Écritures, à la Nouvelle Jérusalem. Donc c'est étonnant de voir que les villes, et en particulier les grandes villes, concentrent la création de richesses. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique de cité-État que de nation. Quand on regarde des métropoles comme Marseille, comme Paris ou comme Londres, elles ont une croissance à 2 chiffres en termes de PIB. Mais ça se fait au détriment, en général, du reste de la population. Donc là aussi, cette urbanisation de l'économie participe de la destruction, en quelque sorte, de liens sociaux et de liens territoriaux. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Maintenant, la vraie deuxième question à laquelle vous posez implicitement, c'est vers quel modèle économique encore cette forme de globalisation et cette forme d'urbanisation tend-elle? La réponse, c'est ce que je disais au début de mon intervention, c'est l'économie, c'est la gestion de la rareté, et c'est très important d'avoir des indicateurs, non pas seulement financiers, mais des indicateurs des sources de rareté avec lesquelles on est en train de gérer. Si on les ignore, on va aller vers une forme de rupture de notre contrat social avec notre société, mais aussi avec l'environnement. Mais la deuxième, c'est aussi de repositionner le rôle de l'État dans un rôle de
régulateur et d'orchestrateur des différentes parties prenantes. Le mot entreprise est traduit en anglais par company. C'est le mot le plus commun. Company vient de deux mots en latin, qui vient cum panis, qui veut dire littéralement le partage du pain. Donc lorsqu'on gère une entreprise, on ne gère pas du profit, on ne gère pas de la croissance, on gère du partage, on gère des relations, on gère des communions. La communion. Et ça, cette gestion de la communion entre les parties prenantes, c'est quelque chose qui inclut l'État. Merci Bruno Roche, merci Laurence Bottero. C'était une très bonne conclusion pour ce forum Aix-Marseille Zéro Carbone. Merci, vous avez été plus de 13 000 à nous suivre aujourd'hui en direct sur latribune.fr. Merci à tous nos partenaires et on se retrouve très prochainement, demain matin, puisque nous sommes en direct de Montpellier pour Montpellier Zéro Carbone. Excellente fin de journée ici à Marseille.